Jour première, François Heureux. Elles ont débuté hier soir et se déroulent jusque samedi soir. Les demi-finales du concours Reine-Elisabeth, récital et concerto, font résonner le studio 4 de Flagey à Ixelles. Et comme c'est le violoncelle qui est à l'honneur pour la première fois cette année au Reine-Elisabeth, eh bien nous avons invité un violoncelliste, c'est logique. Alexandre Debru, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Oui, vous êtes belge, hein ? Absolument. Vous venez de Waterloo. Waterloo. Alors avant de parler de vous, Alexandre Debru, on va d'abord vous écouter. Voilà, je vais pas vous faire l'injure, Alexandre Debru, de vous demander de reconnaître ce morceau. C'est vous qui jouez. C'est évidemment un enregistrement des suites de Bach pour violoncelle. Voilà. J'ai envie de vous poser une première question, Alexandre Debru. Comment est-ce qu'on devient violoncelliste Je pense qu'il y a plein de directions, de routes différentes pour choisir cette voie. Maintenant, bon, en ce qui me concerne, mes parents étaient tous les deux musiciens dans l'orchestre de la RTBF, justement. Mm-hmm. Et donc, j'ai grandi à Flagey, ici... à Riers voilà, pendant des années après l'école, c'était ma cour de récréation en tout cas. Mais c'est comme ça que vous êtes devenu musicien, mais pourquoi avoir choisi cet instrument-là ? Ma maman est toujours violoncelliste, et donc bon voilà, je pense que in utero déjà il y avait quelque chose. C'est toujours un peu ma logique par rapport justement à cet amour que j'ai pour ce son d'instrument. Mon père lui était altiste, et voilà, bon finalement c'est toujours vers le violoncelle que j'ai voulu me diriger. Et c'est un instrument, c'est vrai, qui me parle beaucoup, il est très proche de la voix humaine, il est connu pour ça d'ailleurs. Mmh. Et donc oui, voilà, c'est un instrument qui même physiquement me convient voilà, j'ai un énorme amour pour cet instrument. Est-ce que c'est un instrument qui est plus atypique peut-être que les autres, ou en tout cas que les deux qu'on connaît et vers lequel se tournent parfois naturellement les gens, savoir le piano et le violon, bien sûr. Oui, mais bien sûr, oui, je pense que le violoncelle est évidemment le plus proche du violon, bon, encore plus grand, c'est la contrebasse. Bon, bien sûr, il y a l'alto entre le violon et le violoncelle. Mais je vous dis, moi, je pense que oui, effectivement, il y a quelque chose de très fusionnel avec un violoncelle. On le prend presque entre les bras, quoi. Il est posé sur le cœur. C'est un instrument qui est très charnel. Et puis ce son qui est, bon, voilà, moi, j'adore le son du violon, qui est évidemment un son beaucoup plus aigu. Mais le son du violoncelle étant plus grave, plus rond, plus proche, comme je le disais, de la voix. Bon, voilà, en ce qui me concerne, c'est un instrument qui va beaucoup plus vers la personne que je pense être au quotidien. Oui. Voilà. Vous parlez bien de l'instrument, vous parlez bien aussi de votre instrument, le violoncelle sur lequel vous jouez, puisque vous l'avez fait faire. Voilà. Mais en fait, ma maman étant également violoncelliste, toute ma formation, ma scolarité violoncellistique, voilà, on l'a faite sur le même violoncelle, qui est son instrument, un violoncelle de Georges Henberg de Liège, de 1934, qui était également le violoncelle de son professeur à elle, Éric Felbuche. Et donc, bon, moi j'ai travaillé tout le plus clair de ma vie d'adolescent et d'adulte sur cet instrument. Et bon, ça devenait compliqué parce que quand elle devait jouer, ou voilà, on n'avait qu'un instrument pour deux, donc on était vraiment parfois très ennuyés. Alors, j'avais postulé en 2004 pour la bourse de la Fondation belge de la vocation. Aujourd'hui, ça s'appelle Vocatio. Et c'est justement un magnifique projet parce que ça permet parfois, quand on n'a pas les moyens, de pouvoir avoir une bourse. Là, en l'occurrence, c'était 10 000 €. Et donc, bon, j'ai une relation d'amitié avec le luthier belge bruxellois Jan Strik. Et bon, je lui en ai parlé de ce projet, de me fabriquer un instrument, parce qu'il m'en avait déjà souvent un petit peu touché un mot, qu'il aurait aimé me fabriquer un instrument. Et donc voilà, j'ai fait le choix de lui proposer ce projet. Il l'a accepté tout de suite. Mais ça veut dire quoi, que vous avez choisi les matériaux, le vernis? Non, il a choisi, enfin je l'ai laissé. Voilà, je pense qu'à un certain moment, c'est son job, la lutherie. Bon voilà, je ne voulais pas commencer à m'immiscer là-dedans.
dedans. Et donc je l'ai laissé un peu libre par rapport à tout ça. Il a choisi ses bois. En fait, c'est un très beau cadeau d'amitié parce que toutes les planches qui ont été utilisées pour la fabrication de ce violoncelle étaient du vieux bois italien que sa femme lui avait offert pour leur cadeau de mariage. Donc c'était son cadeau de mariage qu'il laissait en attente, dans de bonnes conditions de vieillissement. Et bon, il a choisi ce bois pour me fabriquer ce violoncelle, ce que je trouve déjà très touchant. Et bon, pour le modèle, il a choisi celui du Stradivarius du Port, qui était donc le Stradivarius de Mstislav Rostropovitch. Mais ça veut dire que quoi, toutes les composantes de l'instrument se mettent ensemble et ça donne un son très particulier. Vous suivez les étapes une à une. On suit les étapes, oui. Le bois, tout ça. J'ai vu des grosses planches et on l'a vu. Enfin, je l'ai vu travailler au rabot, à la main. Il ne travaille pas en machine, donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, quand on rentre dans l'atelier d'un luthier comme ça, on a l'impression de faire un voyage dans le passé. C'est l'odeur du bois, enfin tout ça, c'est très magique. Je conseille souvent si on peut visiter l'atelier d'un luthier, il faut le faire. C'est magnifique. Et donc bon, voilà, bien sûr, il a respecté donc les plans qu'il voulait voir être la base de l'instrument. Et le vernis, quant à lui, ça c'est son vernis à lui, son vernis de fabrique, qui est un vernis basé sur de l'ambre. Donc il a mixé 3 sortes d'ambre différentes, 3 couleurs d'ambre, pour en arriver justement à cette couleur qui est vraiment celle d'un ambre chaud dans les oranges chauds. C'est un vernis de toute beauté, vraiment. Et le bois qu'il a choisi, quand je vois l'instrument terminé, le dos, bon, bien entendu, hormis ce côté très sensible que j'ai par rapport au choix de ce bois, étant son cadeau de mariage, comme je le disais. C'est vrai que on voit le dos. C'est vraiment un instrument qui est de toute beauté. Vraiment. Vous en parlez très bien du violoncelle et de votre violoncelle de Alexandre Debru. Vous restez avec nous évidemment pour parler musique classique, concours Reine-Elisabeth. On vous retrouve. Jour première, François Heureux. Et à 9h35, nous sommes toujours avec Alexandre Debru, violoncelliste belge, pour parler évidemment, entre autres, du concours Reine-Elisabeth. Mais avant cela, je vous ai vu sourire en écoutant Jacques Dutronc. J'imagine que vous n'écoutez pas que de la musique classique, vous écoutez d'autres choses aussi. Non, bien sûr, et j'écoute beaucoup, même du Dutronc aussi. J'aime beaucoup Dutronc d'ailleurs. Ouais. Et oui, je pense que c'est important. En fait, la musique, finalement, c'est un art qui est tellement large, quelle qu'elle soit, et ce serait dommage de s'arrêter à un seul style. Oui. Alors on va parler des demi-finales du concours Reine-Elisabeth qui se déroule en ce moment, et on va s'écouter un des concertos qui doivent être joués par les candidats. Voilà, on va écouter quelques notes. Voilà, il s'agit donc du concerto en ré majeur de Joseph Haydn, ici interprété par l'un des membres du jury d'ailleurs, Misha Maïski. Est-ce que c'est une œuvre intéressante pour déterminer la valeur des candidats, ce concerto de Haydn? Très intéressante. D'ailleurs, c'est le concerto qui, dans la plupart de tout examen, même pour entrer dans un orchestre ou autre, est toujours le concerto qui est demandé dans les imposés en général. C'est difficile à jouer? C'est très difficile. C'est très délicat, c'est très transparent. Et bon, ça fait appel à vraiment énormément de facettes de la technique de l'instrument, justement. Oui. Ça révèle surtout la technicité des candidats, peut-être un peu moins leur personnalité non, musicale. justement, je pense que c'est un concerto qui est très difficile, mais qui est très chantant. La difficulté n'est pas perceptible. C'est pas un truc très rentre dedans où on peut faire un peu pas du cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire, qui peut vraiment donner grosse impression sur un public parfois non averti qui ne connaîtrait pas l'œuvre. Ici, il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de musicalité à faire sortir justement. Donc, je pense que c'est un concerto qui permet vraiment un beau mariage entre une technique qui est très redoutable et une musicalité qu'il faut faire ressortir à travers, évidemment, toutes ces notes. Oui, alors c'est la première fois, on l'a dit déjà pas mal de fois, que le violoncelle est à l'honneur au concours Reine-Elisabeth. J'imagine que pour vous, violoncelliste, c'est une aubaine, c'est une grande nouvelle que le violoncelle soit au Reine-Elisabeth. Ça permet peut-être de le faire découvrir au plus grand nombre. Mais c'est surtout quelque chose dont on parle depuis que je suis gamin. Enfin, voilà, ça, c'est l'idée, en tout cas, que le violoncelle rentre au concours a toujours été un petit peu latente. Maintenant, on y est enfin arrivé. Je pense que c'est une très belle opportunité de faire la promotion de l'instrument. Bien sûr, beaucoup de gens connaissent le violoncelle, mais bon, bien sûr, toujours par rapport au piano, le chant, le violon, c'est quelque chose qui est toujours un peu en retrait. Maintenant, je crois que ça va faire découvrir aussi tout un répertoire que le grand public n'a pas forcément entendu. Quand je dis grand public,
classique, c'est parce que le concours est un petit peu, dans mon idée, le tournoi Roland-Garros du pays au niveau culture. Ça reste un incontournable, le Reine-Elisabeth? Absolument, oui, ça reste un incontournable. Bon, parfois, je regrette que j'aimerais voir certains publics le reste de l'année aussi, parce que c'est vrai que le concours Reine-Elisabeth permet à beaucoup de monde de venir. Il y a ce côté aussi très promotionné, et il y a la télé, la radio, et voilà. Mais il y a beaucoup de gens, parfois, que je ne vois que là. C'est un peu triste. Mais parfois. Comment vous expliquez ça, justement, que la musique classique ne parvienne pas à élargir son public, sauf à de rares moments, comme on vient de dire, comme le Reine-Elisabeth? Ça reste quand même. Mais je pense quand je dis on nous, je pense que la musique classique est malheureusement mise dans des cases. Bon, on a bien sûr Musique 3 qui la plupart du temps évidemment est notre fief de promotion, mais c'est vrai que sur les autres grandes chaînes, on n'entend quasiment jamais de musique classique. Et je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que simplement on est mis dans des cases comme dans les films. Quand on voit un film, souvent le moment musique classique est un peu le moment qu'on détermine comme étant un peu pompeux, péteux ou ennuyeux ou guindé. Et malheureusement, on souffre quelque part, enfin à mon avis, on souffre un peu de cette image qui n'est pas du tout vraie, parce que finalement, la musique classique peut être tout autre chose. Et même pour les nouvelles générations qui ne sont pas dans une famille peut-être proche de la musique classique, il y a vraiment un travail à faire pour simplement montrer que on peut vraiment prendre un plaisir inouï à un concert de musique classique. Mais est-ce que c'est quand même pas réservé à une forme d'élite? Je sais que le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais parce qu'il faut des codes pour aborder la musique classique, et puis il faut parfois un peu des moyens aussi, on peut le dire. Vous savez, maintenant, les places de concert sont tout à fait abordables dans l'ensemble. Je crois qu'évidemment, cette crise qu'on connaît depuis maintenant bientôt 10 ans n'a pas aidé, parce que de plus en plus de budgets, de financements qui aidaient les festivals ont disparu, et c'est vrai qu'il y a aussi toute une faune, c'est un peu péjoratif, mais toute une faune de musiciens classiques en Belgique, qui vivent en Belgique, et qui travaillent en Belgique, et ça, je sais que ça devient vraiment très difficile pour nous tous. Il y a moins de concerts, il y a moins de travail, et parfois je suis inquiet, moi, pour ces jeunes aussi qu'on voit en concours, qui ont comme ça des très belles opportunités, mais que va-t-il se passer après? Finalement, c'est ça le plus gros problème, c'est que quand on est aux études, qu'on fait des concours, c'est pour espérer à gagner réellement sa vie, fonder une famille, payer les factures d'une maison. Enfin, c'est à ça qu'on doit arriver. Ouais. Vous parvenez à en vivre? Oui, et c'est très dur. C'est un travail, parce que bon, moi je ne suis pas dans l'enseignement, donc c'est uniquement sur les concerts, et donc c'est un travail permanent au-delà du travail même de l'instrument. Et donc voilà, j'aimerais parfois que quand je vois un Reine-Elisabeth qui sensibilise tant de monde, qu'on se dise que ce n'est pas juste un concours une fois dans l'année qui rassemble des mélomanes. J'aimerais qu'on dise que c'est un moteur pour pousser les mélomanes à aller à d'autres concerts pendant l'année, et à faire aussi travailler des musiciens belges. Il y en a beaucoup chez nous, vous savez. Il y a quand même tout un travail de marketing dans la musique classique qui date déjà d'il y a quelques années, avec, oui. Vous savez, on voit des pochettes assez sexy. Ah oui, c'est la grande mode, ça. Voire parfois osé. On finira par les voir en string, les demoiselles là-dessus. C'est un passage obligé. Quel regard vous avez là-dessus? Non, c'est un passage obligé. Non, certainement pas. Je pense qu'entre quelque chose de très glamour, très chic, très sexy, on n'est pas toujours obligé d'être habillé. Bon, voilà, je vais pas faire vieux jeu. Vous savez, bon, j'ai 41 ans, j'aime beaucoup aussi les photos avec de très jolies femmes, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que parfois je trouve qu'on axe un petit peu trop là-dessus. Mais parce qu'aussi on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. Vous savez, c'est difficile. Les maisons de disques ont du mal. Et il faut simplement aider les artistes en se disant qu'il n'y a pas que le concours. Le concours, c'est merveilleux, mais il y a également plein d'autres activités musicales de tout aussi grande qualité pendant l'année. Il faut aider les musiciens, je pense. Oui, et ça, c'est une sensibilisation aussi du public à s'en rendre compte, parce que voilà, c'est important, mais ça doit être un moteur pour amener les gens au concert. Ça ne doit pas être juste le moteur de l'année. Mais donc ça n'a pas beaucoup d'effet sur les ventes, ce genre de couverture. Oh si, je pense que c'est bien, mais vous savez, à un certain moment, moi je n'ai rien contre tant qu'évidemment on arrive à un produit musical qui est sur le disque, qui est très bien. Bon, c'est juste que parfois je suis un peu choqué, et pourtant je suis vraiment pas vieux jeu. Ceux qui me connaissent le savent très bien, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'arriver à un tel degré de sexitude pour pouvoir vendre un album? Bon, voilà, c'est ma question. Je crois qu'on a fait des disques merveilleux qui sont très sobres et au niveau couverture, et qui restent des musts dans l'histoire de la musique classique. Alexandre Debru, violoncelliste belge. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour parler à nouveau du concours Reine-Elisabeth et de la place de la musique classique en 2007. Merci d'être avec nous. Il est 9h40. Merci. Jour première, François Heureux.
Nous sommes toujours avec le violoncelliste belge Alexandre Debru. Merci d'être avec nous. On parle du Reine Elisabeth évidemment, mais aussi de la musique classique en général. Aujourd'hui, Alexandre Debru, vous l'avez déjà un petit peu évoqué au début, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec une formation comme la vôtre? Autrement dit, comment est-ce qu'on en vit? Des concerts, des disques, de l'enseignement? Des concerts, des disques, de l'enseignement. Ça, vous le dites très bien. Dans mon cas, je n'ai pas l'enseignement. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé, mais la concurrence est évidemment très, très, très difficile quand il y a déjà peu de place. Mais en tous les cas, oui, les concerts et les enregistrements, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à celui qui arrive à se débrouiller, à inventer des moyens. Bon, pour un concert, évidemment, il faut se présenter aux organisateurs de concerts. Quand il y a trop peu d'engagement officiel, il faut, je pense, les organiser soi-même. Je crois qu'à l'heure actuelle, un musicien en Belgique notamment, et probablement dans le monde aussi, doit dépasser le stade de musicien pour devenir également promotionneur de concerts, organisateur. Vous êtes votre propre agent. Oui, je pense. Et parfois, si on peut avoir un agent en plus, c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais disons que vraiment, je crois qu'un musicien doit être maintenant à multifacette pour pouvoir avoir ce choix et cette possibilité de vivre de ce métier. Alors cette année, on l'a dit, il n'y a pas eu de Belge du tout dans la sélection au concours Reine Elisabeth. Pourquoi, à votre avis, pas de Belge cette année? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que le violoncelle est un instrument qui n'est pas à la pointe en Belgique, ou bien ça n'a rien à voir? Et pourtant, c'est difficile à dire parce que voilà, je veux dire, il y a plein de jeunes aux études en Belgique. Je vais pas dire qu'on est moins bon que les autres, parce que je pense que ce n'est pas vrai du tout. Je crois que il y a bien sûr une prise en charge aussi de cette jeunesse. C'est pas facile, hein. On a même ici maintenant dans les conservatoires, c'est vrai que on a une réforme qui est très bonne pour l'équivalence des diplômes, mais qui amène également, je pense, à mon avis, moins de temps qu'il y a quelques années pour les jeunes de pouvoir faire des heures et des heures d'instruments par jour. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de cours parallèles, et je peux comprendre tout à fait qu'on pousse les jeunes à avoir différentes cordes à leurs arcs. Mais on ne doit pas non plus oublier que c'est un sport aussi, c'est une forme de sport, qu'on peut pratiquer beaucoup plus âgé au final, mais c'est quand même un sport de jeunes qu'on doit commencer très tôt pour former la musculature et travailler une technique qui dure parfois 15 ans pour être, je dirais, maîtrisée. Quand vous dites c'est un sport, être musicien professionnel, c'est quasiment être un athlète professionnel. Il faut le même genre de discipline de vie. Voilà, contrairement à un joueur de tennis, on ne va pas verrouiller tout un groupe musculaire pour frapper la balle, mais on va sélectionner des muscles très fins qu'on doit maîtriser, qu'on doit faire évoluer, je dirais, cérébralement pour les contrôler. C'est un travail de longue haleine et quotidien, comme un patineur artistique. Voilà, il y a tout un travail qui demande vraiment une préparation d'athlète. Ça, parfois, on ne s'en rend pas bien compte. On pense que c'est spirituel, c'est intellectuel. Ça n'est pas que ça, c'est ça aussi. Mais avec un soutien, quand le corps ne suit pas, on ne sait pas jouer. Alors on va prendre encore quelques minutes pour parler de l'une des plus grandes pianistes du monde, avec qui vous avez eu Martha Argerich. Voilà, le bonheur de jouer. On va écouter un petit extrait ici. C'était au festival de Lugano en Suisse en 2013. Ah, ça c'est beau le signe. Voilà, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, avec donc Martha Argerich au piano. Elle vit à Bruxelles, hein, on le sait depuis depuis longtemps. Quel lien vous avez avec elle Je peux dire un lien d'amitié. C'est une femme que j'estime énormément. C'est péjoratif à dire comme ça, mais c'est un monstre sacré à tous les niveaux, je pense. Et même quand on la connaît dans la vie de tous les jours, c'est une personne comme on n'en trouve pas deux. Très mystérieuse aussi, finalement. Très mystérieuse. C'est un félin. Un félin, oui. Oui. C'est, quand on peut dire ça, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui observe, qui n'est pas facile à dompter, puisqu'elle n'est pas domptable. Voilà. Et oui, voilà, c'est une personne extraordinaire à tout point de vue. Ouais. Comment est-ce qu'on parvient à décrocher un ticket pour ce genre de grand événement international qu'est le festival de Lugano? C'est grâce justement à un lien d'amitié avec Martha Argerich ou Ici, en l'occurrence, j'y suis allé quelques fois.
par le passé. Il y a un peu tout qui joue, évidemment, bien sûr qu'on se connaît, mais il y a aussi d'autres personnes qui choisissent à Lugano, c'est pas toujours elle parce qu'elle a très peu de temps. Et donc bon, c'est bien sûr le parcours qu'on peut faire en règle générale, ce qu'on peut prouver au fil des années, se faire entendre par telle ou telle personne. Et puis la chance aussi, parce qu'il y a des gens magnifiques et extraordinaires qui n'ont jamais été invités et qui auraient eu tout à fait leur place là. Ça n'est pas, je pense qu'il faut pas parler d'élite. Je crois qu'à un certain moment il y a la chance qui joue et un peu la débrouillardise aussi. Alexandre Debru, merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci de m'avoir invité. De votre instrument, le violoncelle, et puis aussi des demi-finales du concours Reine-Elisabeth qu'on peut suivre tous les jours sur une autre radio de la RTBF, Musique 3. Musique 3. En l'occurrence. Merci beaucoup. À 9h53, Merci à vous et bonne journée. On reste sur la première.